Partagez s'il vous plaît, bonsoir. Encore une fois, excusez-moi du retard, ma voix est cassée. J'étais en train de suivre l'émission de NCI 360. Il y a des points qui sont très importants que je devais analyser avec vous, mais malheureusement, NCI 360 n'est pas vite fini. C'est pourquoi je vous laisse l'allocution du ministre Touré Mamadou avant d'écouter puis de couper et nous allons analyser ensemble. J'aimerais vous saluer. Si c'est de Worodougou, comment tu vas? Saluer tous ceux qui sont sur TikTok et tous les intervenants. Avant qu'on arrive à faire monter les gens sur le panel, nous allons vous mettre un numéro à votre disposition, un numéro WhatsApp pour que vous puissiez intervenir. Donc, je salue tout le monde, je salue tous les activistes du RHDP et salue cette belle mobilisation qui a eu lieu à Paris. Certains ont estimé qu'on était à 10 ou 11 000 personnes. Certains ont évoqué plus que ça. Donc, j'aimerais vous saluer. Merci beaucoup. Et le ministre Touré Mamadou nous a rendu hommage suite à cette belle mobilisation. Et moi, je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui ont répondu présent, tous ceux qui sont venus démontrer à l'opinion nationale et internationale que le président Alassane Ouattara est nos choix et le président Ouattara est aimé de tous, contrairement à tout ce qui a été dit, contrairement à tous ces fake news organisés par Guillaume Soro et sa bande de l'AES de merde et M. Laurent Gbagbo de merde. Laurent Gbagbo est une merde et une sous-merde. Ça, j'ai le courage de le dire. Bref. Et donc, j'aimerais saluer tous ceux-là que nous avons montré une bonne image du président de la République à l'international. J'aimerais vous saluer ma petite sœur Kimia, saluer tous les cadres du RHDP au niveau d'Abidjan, tous ceux qui ont fait la conclusion de leur pré-congrès, tels que Yopougon, tels que Cocody et autres, voilà, sur tout l'ensemble du territoire, ceux qui ont fait Touba, on a eu dans le Gontougo, le ministre Adjoumani, bref, nous j'aimerais saluer tout le monde. Nous attendons l'apothéose le dimanche. Donc, salutations à vous. Merci beaucoup. Et j'invite les activistes qui ont repris le relais ce matin pour déconstruire le mensonge qui a été bien orchestré, bien organisé dans le laboratoire de Guillaume Kibafouri Soro à travers un bras cassé, un pied cassé, un chômeur, un manipulateur, un menteur qui a été organisé, formé par M. Guillaume Kibafouri Soro. On a fait un meeting qui était sur une place ouverte où tout le monde était invité. Ils sont allés eux-mêmes prendre un gars qu'ils connaissent au château d'eau, lui donner de l'argent, le filmer et le mettre. La personne ne parle pas. Et ils font croire que nous leur avons donné 50 euros. Est-ce que quand vous nous regardez, nous sommes à 50 euros près? Nous travaillons tous et tous ceux qui étaient là-bas sont des électeurs. Donc c'est ce qui les avait peur. Il fallait toujours appeler le farfelu, le délinquant de Guillaume Soro, en l'occurrence M. Souleymane Traoré, dit aller à Soulé de Paris, ce gars qui est payé par Stéphane Kipré, d'après Maman Jeannette Dick, pour faire sa communication. Donc, moi, je pensais que tous les panels allaient s'inscrire dedans. Hélas, bon, tout le monde n'a pas suivi, mais bref, on a commencé à prendre le relais de cette communication. Donc, ne vous trompez pas. Le jeune qu'ils ont filmé, j'ai eu toutes les informations. C'est un des les gars que eux, ils ont donné l'argent, ils l'ont filmé, puis ils l'ont jeté là. Sinon, tout le monde était à la manif, tout le monde a vu, au détriment des mensonges des gens comme nous qui ne sont plus visibles sur Facebook, qui veulent se refaire une nouvelle santé sur TikTok, dont nous connaissons déjà leur vrai visage et nous connaissons leur méthode. Rappelez-vous, en 2020, ce sont les mêmes souristes qui ont dit qu'il n'y aura pas d'élection, qu'il y aura le boycott. On a vu nos militants aller voter au Bervilliers où le rang s'étendait sur des kilomètres. Donc, bref, ne vous attardez pas à ça. En fait, les gens ont une stratégie. Ils ont mis un plan en marche après, après la conférence du GPS à Paris à travers le conseiller politique de M. Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Gamsi, qui a appelé à une manifestation dans les rues afin que les militaires prennent le relais. Voici leur posture. Donc, pourquoi ils le disent? Parce que les souris ne sont pas beaucoup, ils sont au total 15. Les souris ne sont pas beaucoup. Trop cassé, c'est 17. 18e, il est assis là-bas. Donc, eux, ils comptent sur les gars de Gbagbo afin de les jeter dans les rues et pour équilibrer le rapport de force. C'est tout. Sinon, Guillaume Soro ne compte pas sur quelqu'un. Voilà quelqu'un qui dit qu'il crée un parti politique et il n'a pas de militants, mais lui, il compte sur les autres pour mener son combat à travers les réseaux sociaux. Des gens qui disent qu'ils ont des millions d'abonnés n'arrivent même pas à mobiliser 100 personnes. Donc, eux, cette communication c'est une communication de stratégie qui a été bien préparée afin d'utiliser les militants de Gbagbo et les jeter dans les rues. Et c'est pourquoi Gbagbo envoie souvent Hervé Didier pour leur dire qu'ils ne sont pas dans cette posture. Donc, merci, salutations à vous. On va terminer avec l'allocution du ministre Touré Mamadou suite à la lettre ouverte de M. Laurent Gbagbo
où il parle de trop, c'est trop. Et chers frères et sœurs, vous devez saluer votre humble serviteur, l'Hadji Chérif. Vous devez m'acclamer, vous devez même me dire, l'Hadji cher cadre, l'Hadji voici un poste de nomination. J'ai été la première personne. Ça fait 2 ou 3 mois. Depuis la création du Trop c'est trop, j'ai été la première personne à démontrer, pas dénoncer publiquement, j'ai montré avec des faits. C'est pourquoi je vais écouter la vidéo de Blaise Las rapidement et je vais couper puis on va analyser. J'ai été la première personne à dénoncer ce mouvement Trop c'est trop. J'ai été la première personne à faire des analyses objectives, constructives, pour dire que le mouvement Trop c'est trop est un mouvement de désobéissance civile piloté par Guillaume Soro depuis l'AES. Il dit que c'est le même schéma de 2020 qu'ils sont en train de mettre en place. Seulement dans le schéma de 2020, qu'ils avaient mis M. Henri Konan Bédié à la tête de ce mouvement. Donc eux-mêmes, à la fin, quand ils se sont pris la tête, ils sont venus nous confirmer que le CNT était un mouvement de coup d'État. Et donc, à travers toutes les démonstrations que j'ai faites, ils ont seulement changé la tête du mouvement. Seulement Bédié n'est plus là, c'est Gbagbo. Voilà. Et donc, voilà maintenant leur stratégie de désobéissance civile qu'ils sont en train de créer. Et même quand Laurent Gbagbo dénomme le mouvement Trop c'est trop, Trop c'est trop ne l'appartient pas. Trop c'est trop, c'est un spot vidéo de campagne du PDCI en 2010 pour dénoncer les dérives de M. Laurent Gbagbo, pour dénoncer la dictature, la forfaiture de M. Laurent Gbagbo à travers les syndicats, les enseignants, les élèves, sans oublier les planteurs et toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qui avaient dénoncé ça. Donc lui reprend le mouvement dans un autre sens avec son conseiller, M. Guillaume Soro. Salut à toi. Si c'est de aujourd'hui, je t'ai vu rapidement. Ouais, Eric Culver, comment tu vas? Je vous ai vu tous, donc je ne vous ai pas salué. Bref. Et donc aujourd'hui, vous les cadres, vous êtes en train de tomber d'accord avec moi. Voilà. Et j'aimerais dire à nos activistes, vous voyez, quand vous êtes endurant et patient, quand vous allumez votre caméra, vous parlez de l'essentiel, vous entamez des sujets constructifs, des sujets qui peuvent capter l'attention des gens, des sujets qui intéressent les Ivoiriens, vous allez voir que les gens vont commencer à s'intéresser à vous sans même avoir trop de visibilité. Regardez, à 4 heures du matin, j'ai réussi à mobiliser 300 personnes, chose même qu'on n'arrive même pas à faire sur Facebook, à 3 heures, 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que mes sujets sont pertinents, parce que les sujets que j'aborde, elles sont de l'actualité, parce que les sujets que j'aborde, c'est des sujets pour dénoncer la forfaiture et tout ce qui se prépare. Et c'est ce que le ministre Touré l'a dit lorsqu'il est venu à Paris. Il dit tous ceux qui sont inscrits dans les tentatives de velléité ou de coup d'État, nous devons les dénoncer. Et c'est ce que moi j'ai fait depuis belle durée. Donc bref, pour revenir maintenant au discours de monsieur le ministre, qui est en train de décortiquer, analyser la lettre de M. Laurent Gbagbo qui parle de trop c'est trop, qui est un mouvement insurrectionnel. Donc Gbagbo même est venu confirmer pour dire que le mouvement trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel. Il pouvait s'en passer. Pourquoi il est venu sur ce paragraphe? Parce que moi j'ai dénoncé l'intention du mouvement. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et quelle action elle doit aboutir à travers les discours de Damana Diapikas, à travers les discours de Laurent Gbagbo, à travers même les postures prises par Guillaume Soro, qui avait envoyé une délégation au RHDP après la presse téléphonique avec le président Ouattara. Et lorsque nous avons chassé cette délégation de Guillaume Soro, qui se retrouve aujourd'hui dans le PPACI, en alliance avec le PPACI. Et bref, lorsque M. Laurent Gbagbo a lancé la perte de Bono, elle a été boycottée. Elle a été boycottée puisque Laurent Gbagbo avait déjà dit que son rôle n'est pas de rassembler la gauche. Pourquoi mettre ce mouvement en place? Et ce mouvement, tout ce que Laurent Gbagbo a décrié dedans, je vous invite à aller écouter M. Mbasso, qui nous a représenté sur NCI TV. Mais c'est tout le contraire de ce que Laurent Gbagbo vient de dire aujourd'hui. Il n'y avait pas de liberté d'expression, il n'y avait pas de démocratie sous le régime de Laurent Gbagbo. C'était un régime de barbares et de sanguinaires. Et c'est ce que M. le ministre est en train de vous dire ici. Bref, on termine avec le ministre pendant que j'écoute l'intervention de Blaise Las et on va venir analyser ici. Donc, on écoute le ministre Touré. Rapidement, on partage. Les Ivoiriens ont été traumatisés par les batailles de rue et il n'y aura personne pour faire cette bataille. Il dit qu'il est contre le 4e mandat du président Hassan Ouattara. Ça, c'est normal. Dans un pays, c'est normal qu'il y ait des débats. Chez nous-mêmes, certains pensaient que, oui, la Constitution ne permettait pas à Hassan Ouattara d'être candidat. D'autres disaient que la Constitution lui permet d'être candidat. Mais lorsqu'on a fini de faire ces débats-là, et que le juge des élections
le Conseil constitutionnel interprète la Constitution comme ça se fait partout dans le monde et donne son avis qui est que c'est une nouvelle Constitution. Et donc, par conséquent, Alassane Ouattara a le droit d'être candidat quand on est un démocrate. On ne remet pas en cause les décisions des institutions, surtout qu'on pense pouvoir revenir aux affaires pour incarner les institutions de la République. Je vous dis, je l'ai dit sur les télés, mais je vais vous rappeler simplement. Au Sénégal, qui est notre miroir aujourd'hui, le président Ouad a changé la constitution pour faire un troisième mandat. L'opposition a manifesté dans les rues contre le président Ouad pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas faire 3 mandats. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit non, il a le droit de faire un 3e mandat parce que c'est une nouvelle constitution, tout a été revu. Le président Macky Sall, l'ancien président, a quitté les rues et est allé aux élections contre le président Ouad et il a battu le président Ouad dans les urnes. Récemment, il y a quelques jours, il y a quelques mois, le Premier ministre Sonko, qui était en Côte d'Ivoire, leader charismatique de l'opposition au Sénégal, a été empêché de participer à une élection parce qu'il aurait diffamé le ministre donc, du tourisme. Tout le monde a vu, hein, vous avez regardé les télés, comment Sonko avait du monde derrière lui. Il aurait pu mettre son pays à feu et à sang. Il a dit, on m'a empêché d'être candidat, mais on n'a pas empêché mon projet. On m'a empêché d'être candidat, mais on n'a pas empêché mes idées. Il a choisi son numéro 2, le président Diomaye Faye, qui a été candidat et qui a battu le candidat de Macky Sall aux élections. Lorsqu'on se dit démocrate, on ne dit pas de ne pas lutter, hein, mais on utilise les moyens légaux et les moyens démocratiques pour lutter. On ne peut pas dire qu'on est démocrate et puis appeler les enfants à aller se battre dans la rue contre quoi, pourquoi, on ne sait pas. Donc, Laurent Gbagbo n'est pas crédible. Est-ce que vous avez compris? Il n'est pas crédible. Ils disent qu'il faut une élection inclusive. Une élection où tout le monde participe. Et puis, bon, on comprend parce qu'il y a certains parents qui disent oui, mais en définitive, peut-être qu'il faut que tout le monde participe pour qu'on ait la paix. Je l'ai rappelé à la télé, c'est la plus grosse escroquerie morale vendue par ces politiques-là dans notre pays. Je vous ai rappelé en 1980. Beaucoup de leaders de l'opposition n'ont pas participé à l'élection présidentielle. Ni Francis Vaudier, ni Zadi Zaourou et autres. En 1995, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo n'ont pas participé à l'élection présidentielle. En 2000, la plupart des partis n'ont pas participé donc à l'élection présidentielle. En 2010, ça a été la seule élection où tout le monde a participé. Mais c'est la seule élection où on a eu 3000 morts et 2 millions de déplacés internes. Ce que je veux dire, c'est que la simple participation de tous les acteurs à une élection présidentielle ne garantit pas forcément la paix et la stabilité. Il faut autre chose en plus de ça. Ce qu'il faut, c'est le respect des règles démocratiques. Ce qu'il faut, c'est être bon joueur. Laurent Gbagbo n'a jamais été bon joueur, sauf quand il a tripatouillé les élections face au général Gueye. Il n'a reconnu aucun résultat d'aucune élection. Même en 1990, quand le président Oufoué l'a battu, il a estimé que Oufoué-Boigny avait triché et que c'est lui qui avait gagné. Il n'a jamais reconnu d'élection, des résultats d'élection en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas des démocrates. Et dans un pays, si on veut que tout le monde soit candidat, mais vous avez le droit aussi de demander que les jeunes de moins de 35 ans soient candidats parce qu'ils sont des Ivoiriens. Vous avez le droit de demander que ceux qui n'ont pas 50 millions soient candidats parce qu'ils sont des Ivoiriens. Vous avez le droit de demander aussi comme eux. Parce que si on leur permet d'être candidats alors qu'ils ont des condamnations dans leur casier judiciaire, en ce moment-là, tous les repris de justice qui sont condamnés et qui ont dans leur casier judiciaire la mention de condamnation, ils ont le droit aussi d'être candidats. La politique des privilèges pour une élite politique, on doit y mettre fin dans notre pays. Les hommes politiques... Ok. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Avant de passer au deuxième thème dont vous avez évoqué le cas de monsieur Tidiane Tian, le temps de télécharger les vidéos de monsieur Blaise Las qui est venu tromper encore les Ivoiriens sur NCI TV en parlant des revendications de trop c'est trop dont nous sommes contemporains de l'histoire.
Monsieur Blaise Lave, nous ne sommes pas dans deux Côtes d'Ivoire. Monsieur Blaise Lave, quand Laurent Gbagbo parle de autocratie dans sa lettre de trop c'est trop, vraiment je tombe des nues. C'est sous Laurent Gbagbo qu'on a vu des manifestations interdites qui ont été réprimées dans le sang en 2004, lorsque les militants de l'opposition ont demandé le respect de l'accord de Linas Makoussi. Mais on a été maté ici, tout le monde a vu, les vidéos sont là, et on peut revenir dessus. Monsieur Blaise Lave, c'est Monsieur Laurent Gbagbo qui disait devant tout le monde à Divo qu'il a donné l'ordre à la police de mater tous ceux qui ne vont pas respecter les consignes qui ont été données et qu'après, ils vont réfléchir aux conséquences qui vont arriver. Mais c'est Gbagbo qui l'a dit. Mais aujourd'hui, vous qui dites dans vos lettres de trop c'est trop et que vous allez sur les plateaux, vous traitez Alassane Ouattara de despote, de président illégal et illégitime, mais vous rentrez chez vous. On a vu ici, au cours d'un meeting en 2015, Monsieur Kwa Justin a traité Alassane Ouattara d'un dictateur et qu'il allait lui faire porter son habit de deuil. Il voulait l'accompagner à sa dernière demeure. Mais après ce meeting, Monsieur Kwa Justin, il est rentré chez lui sain et sauf. Ça, sous vos régimes, on pourrait se permettre de le dire. Vous avez brûlé le siège du RDA ici, vous avez cassé les journaux, les patriotes ici, mais vous n'êtes pas démocrate. Laurent Gbagbo n'est pas digne d'écrire ça. Et nous allons interpeller les Ivoiriens à ne pas adhérer à ce mouvement insurrectionnel qui est trop, c'est trop. Donc, nous allons écouter la deuxième partie qui concerne M. Tidiane Thiam avant de revenir sur Blaise Lave. Ce qui reste à vous dire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, Eric m'a rassuré tout à l'heure avec Blé Guirao, la mobilisation à Cocody a sonné. Ils vont voir ce qu'on appelle mobilisation le dimanche prochain. Les petits... Ça me permet de faire la transition pour parler du candidat du PDCI. Enfin, l'ex-candidat du PDCI, puisqu'il n'est pas sur la liste électorale. Jusqu'à ce que le PDCI peut-être se trouve un candidat, il n'est pas sur la liste électorale. Tout à l'heure, j'ai parlé de Houphouët-Boigny. Je ne m'adresse pas à vos anciens qui sont là. Je m'adresse à vous, vous les jeunes. Ce monsieur dit qu'il est le neveu, le petit neveu d'Houphouët-Boigny. Oui, c'est vrai. Il a été membre d'un gouvernement, le gouvernement d'Henri Konan Bédié. Il y a eu le coup d'État en 1999, il est parti. De 1999 jusqu'en 2022, il n'est plus revenu dans son pays. Il a fait presque 25 ans sans revenir dans son pays. Mais ça, il dit qu'il travaillait. On ne peut pas lui reprocher de travailler, même si en travaillant, on peut revenir dans son pays. Alors quand on dit ça, on nous dit, mais Alassane Ouattara lui-même, j'ai dit à quelqu'un de comparer ce qui est comparable. Effectivement. Le président Alassane Ouattara n'a jamais coupé les liens avec son pays. Et il a des compagnons, les Yves Ndia qui sont encore là. Depuis les années 70, quand il est revenu du Fonds monétaire international, et quand il a été coopté par Abdoulaye Fadiga, donc à la BCAO, Alassane Ouattara n'a pas fait plus d'un mois sans être en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec le gouverneur de la BCAO, Abdoulaye Fadiga, ils ont fait la réforme, l'institutionnalisation de la BCAO dans notre pays. Quand Alassane Ouattara va à la BCAO, vice-gouverneur comme gouverneur, tous les mois, il venait en Côte d'Ivoire pour faire le point avec le président Houphouët-Boigny. Tous les mois. Jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre. Et même qu'en 1993, après la mort du président Houphouët-Boigny, le président Ouattara va au Fonds monétaire international. Et là, je m'adresse à tous les ex-RDR qui sont là. Tous ceux qui sont RDR savaient que tous les mois de décembre, on attendait le retour d'Alassane Ouattara parce que tous les mois de décembre, il venait faire la fête avec sa famille et ses militants en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'a jamais rompu avec son pays. Donc comparer, ça c'est une parenthèse, comparer ce qui est comparable. Alassane Ouattara n'a jamais fait plus de 2 ans, 1 an en dehors de la Côte d'Ivoire sans revenir dans son pays. Alors, donc je poursuis pour dire que il est parti, il dit à cause du travail. Il n'y a absolument aucun problème. Le petit-fils d'Houphouët-Boigny, qui n'a jamais été là pendant les heures douloureuses, qui n'a jamais été au chevet de son pays pendant les moments de doute, il vient quand le président a fini de tout arranger. Mais parce qu'il a encore la mentalité de privilégié. Merci. Oui, il est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Comment on peut faire ça au petit-fils d'Houphouët-Boigny? Comment le petit-fils d'Houphouët-Boigny peut ne pas être éligible? Merci. Donc le petit-fils d'Houphouët-Boigny est supérieur aux Ivoiriens. Franchement. Le petit-fils d'Houphouët-Boigny, parce qu'il est petit-fils d'Houphouët-Boigny, il est supérieur à tous les Ivoiriens. Houphouët-Boigny ne l'a jamais accepté. Et c'est pour ça que les enfants d'Houphouët-Boigny ont toujours vécu dans la discrétion dans ce pays.
On n'a jamais vu les enfants d'Houphouët-Boigny piétiner des Ivoiriens. Houphouët-Boigny n'a jamais mis ses enfants au-dessus des Ivoiriens. On ne savait même pas qu'ils vivaient en Côte d'Ivoire, alors qu'ils étaient là. Mais mieux, Houphouët-Boigny dit qu'il a fait la politique pour 5 générations. Vas-y, monsieur le Houphouët-Boigny ministre. dit que lui, Houphouët-Boigny, là, ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, eux aussi leurs enfants, lui, il a fait la politique pour tous ceux-là, sa famille ne fera pas de politique. Donc quand un petit neveu se lève pour pouvoir faire de la politique, il a violé la parole, il a violé le serment de son grand-père et c'est le karma qui le rattrape aujourd'hui. La Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. La Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. Des gens qui veulent gouverner parce que leur papa a été, c'est terminé. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu peux apporter? Parce qu'à ce rythme, si on va sur la Côte d'Ivoire des fils à papa, si on va sur la Côte d'Ivoire des fils à papa, vous ne serez jamais rien dans ce pays. Parce que vous n'avez pas votre grand-père qui a été président de la République. Ou peut-être que vous n'avez pas d'oncle qui a été président de la République. Ou bien vous n'avez pas de papa qui a été ministre, etc. Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut? La Côte d'Ivoire des enfants gâtés, parce que c'est un enfant gâté. Cette Côte d'Ivoire est terminée. Et c'est pour ça que on peut tous avoir, toutes les reproches qu'on peut avoir face à quelqu'un comme Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo ou d'autres opposants. Mais on les respecte pour leur parcours. Ils ont une légitimité. De 1982 jusqu'en 2000, quand Laurent Gbagbo est arrivé aux affaires, ça a été 18 ans de combat politique. De 1994 jusqu'en 2011, quand le président Ouattara est arrivé aux affaires, c'est 17 ans de combat politique. Et dans la douleur, dans la souffrance. De 1944 à 1960, pour que Houphouët-Boigny arrive aux affaires, c'est 16 ans de combat politique dans la souffrance. Quelqu'un vient, d'abord à 1 an d'une élection présidentielle. En 1 an, tu vas être président, ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment en 1 an, tu parcours comme Alassane Ouattara toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a mis près de 10 ans pour parcourir toutes les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Il a été dans tous les départements. Laurent Gbagbo s'est promené dans toutes les sous-préfectures. En 1 an, si ce n'est pas du mépris pour les Ivoiriens, comment tu penses qu'en 1 an, sans avoir connu le pays, parcouru le pays, connaître la réalité des Ivoiriens, et dans les 1 an, tu vas passer 2 mois à Roland Garros en train de regarder tennis. Quelqu'un qui veut être président de la République, Ils sont se coucher au Roland Garros. Si dans 1 an, tu prends le risque de prendre 2 mois pour aller regarder tennis, il n'a jamais voulu être candidat. Il n'a jamais voulu être candidat. Parce qu'il n'a pas le parcours. Il n'a pas le parcours, il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui veut vraiment être candidat et qui veut conquérir le pouvoir d'État. Donc vous dire que la Côte d'Ivoire des papas, des fils à papa, c'est terminé. Voilà quelqu'un qui se dit petit-fils d'Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny, et là encore je m'adresse à vous, le monde entier a voulu célébrer Houphouët-Boigny pour tout ce qu'il a fait pour la paix. Il y a eu la guerre au Libéria, les gens sont venus ici en Côte d'Ivoire, un peu partout. L'UNESCO a créé le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les Nelson Mandela, Frédéric Declercq, tous ceux-là ont eu le prix Houphouët-Boigny. Pendant 30 ans, chaque année à Paris était célébré le prix Houphouët-Boigny. Même quand avec le PDCI, on était dans l'opposition, le président Rikona Bédié payait le transport des cadres du PDCI. Le président Alassane Ouattara payait le transport des cadres du RDR pour aller chaque année à Paris au prix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix. Toi, tu étais en Zurich, Paris et Londres. Ton grand-père, tout le monde entier le célèbre. Tu n'es même pas allé pendant 30 ans, un seul jour, célébrer la mémoire de ton grand-père. Est-ce que ça, c'est normal? Si c'est vraiment ton grand-père, les gens se déplacent depuis Abidjan, partout, pendant 30 ans. Tu peux dire, si c'est à Abidjan, c'est loin, mais c'est à Paris, tu es à Paris. Tu n'es pas allé une seule fois à une seule cérémonie d'hommage à la mémoire de ton grand-père. Tidjane Thiam est une imposture. Tidjane Thiam est une imposture. Voilà quelqu'un qui veut mobiliser la diaspora. On entend dire, oui, la diaspora, mon combat, c'est le combat de la diaspora. Les questions de double nationalité, oui, la diaspora, la diaspora, la diaspora. Mais mec, pendant 25 ans, tu as vécu à la diaspora. Tu as été en Suisse pendant près de 10 ans.
Aucun Ivoirien de la diaspora en Suisse peut vous dire que pendant que l'État Crédit Suisse, Tidiane Thiam a pris la peine d'approcher la communauté ivoirienne ou la communauté africaine de Suisse. Aucun mouvement de la société civile, de la diaspora ne peut vous dire que tout le temps qu'il a passé en France, il était au contact avec notre diaspora pour aider les jeunes Ivoiriens. Quand Alassane Ouattara était au Fonds monétaire international comme DGA, tout Africain qui était de passage aux États-Unis qui le sollicitait, le président les recevait. Ce n'est pas quand tu es président maintenant que toi tu aimes les gens. C'est quand toi tu es président que tu te rappelles que ton grand-père s'appelle Ufo Boigny. C'est quand tu es président que tu te rappelles qu'il y a une diaspora qui existe. C'est une imposture. Maintenant, cette imposture, c'est de la responsabilité du PDCI. Peut-être qu'eux peuvent s'accommoder à l'imposture, mais les Ivoiriens ne peuvent pas s'accommoder à l'imposture. Et même s'il était candidat, parce qu'on nous prive un peu de débat, on avait souhaité qu'il soit candidat. On avait souhaité qu'il soit candidat. Parce qu'on aurait eu un débat de fond avec lui sur tous ces sujets. D'abord sur son programme économique, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il propose, même si on a quelques informations, mais aussi sur cette imposture. Malheureusement, il a créé lui-même les conditions de son éligibilité. Écoutez-moi très bien. J'ai dit il a créé lui-même les conditions de son éligibilité. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat en Côte d'Ivoire. Il cherchait le bon prétexte pour ne pas être candidat. Il n'a jamais voulu être candidat parce que, rappelez-vous, quand Bion est sorti à la télé pour l'interpeller, pourquoi il n'y a pas de convention du parti, pourquoi il n'y a pas de bureau politique du parti, il dit lui, il attend d'abord de savoir qui est le candidat du RHDP avant de mettre en place le processus de désignation des candidats du PDCI. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat en Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit qu'il allait se coucher pendant 2 mois à Paris pour regarder Roland Garros, alors que ses militants l'attendaient sur le terrain. Ce monsieur n'a jamais voulu être candidat parce qu'en décembre, le 16 décembre 2023, quand il a été élu à la tête du PDCI, son parti a fait une motion pour dire c'est notre candidat à l'élection présidentielle. Tu savais que tu avais une double nationalité. S'il avait renoncé en ce moment à la nationalité française, il serait candidat aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu 16 mois et surtout après la révision de la liste électorale? Il a fait exprès. Il n'a jamais voulu être candidat. Et je peux le dire ici, il s'est confié à des gens à qui il a dit depuis plus d'1 an, 2 ans, que lui ne serait pas candidat face à Alassane Ouattara. Mais qu'ils disent la vérité à ses militants. Mais qu'ils disent la vérité à ses militants. Qu'ils disent la vérité à ses militants qui n'a jamais eu l'intention d'être candidat maintenant là. Et qu'il a organisé lui-même sa propre chute, son inéligibilité, en ne prenant pas les précautions pour faire ce qu'il faut à la date indiquée. Donc ce n'est pas une affaire d'Alassane Ouattara, ce n'est pas une affaire de RHGP, on n'a pas éliminé quelqu'un. Lui là, il s'est auto-exclu, c'est lui-même qui s'est éliminé. On dit, il faut aller au marché. On dit, il y a un bus qui passe tous les matins à 8 h pour prendre tout le monde pour aller au marché. Toi, tu te réveilles à 10 h et puis tu commences à pleurer, mais pourquoi le bus ne m'a pas pris? Mais pourquoi tu n'étais pas là à 8 h? Surtout que la veille, on t'a dit, mets ton réveil. C'est à 8 h, tu dois être à la gare pour prendre le bus pour aller au marché. Toi, tu mets ton réveil. On met même le réveil pour toi. On te réveille même à 6 h, 7 h pour dire non, à 8 h le bus arrive. Tu dis non, c'est bon, je vais me coucher un peu. Tu te réveilles à 10 h, tu dis non, 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 on va tout reprendre à zéro. Le bus n'a qu'à revenir pour te prendre toi. Fils à papa, c'est terminé. Ça, c'est un comportement de fils à papa qui pense parce qu'on a vécu dans les privilèges, on n'a jamais été soumis aux mêmes règles que tout le monde. On pense qu'il faut toujours faire. Mais la Côte d'Ivoire des fils à papa, c'est terminé. Et donc, c'est quelques messages que je vais vous apporter. Ok. Le dernier point que nous allons aborder, le ministre a entamé notre mobilisation, etc. Et les vidéos sont prêtes. Hein. Bientôt, je vais allumer Blaise Glass tout à l'heure. Je vais l'allumer, je vais allumer la télé. À propos de ces mensonges qu'il a diffusés sur le mouvement Trop c'est trop. Bon, il y a Yacouba Doumbia que je n'ai pas encore fini de charger. Donc, pendant que les vidéos tournent, on va voir. Voilà. Voilà. Il y a Yacouba Doumbia que je n'ai pas envie de faire tourner. RTP. Voilà. Ok. Alors, chers frères et sœurs, on va écouter le ministre sur le dernier point. Donc,
et nous allons aller rapidement pour la déconstruction de Blaise Las. Mais comme il s'est fait tard, demain, on va tout préparer encore et revenir pour faire de la répétition. Donc, permettez-moi... enlevez-moi ce truc-là devant moi. Oh, ça me dérange. Ce truc-là me dérange. Voilà. Je vais l'enlever. Je l'enlève. Merci beaucoup. Voilà. Quitte devant moi. Je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Alors, on va partir avec la première vidéo. Blaise Las est revenu sur... Non, on va écouter d'abord le ministre Mamadou. Et on va parler de Blaise Las. Et de trop, c'est trop rapidement. L'émission n'est pas vite finie, donc du coup, je n'ai pas pu capter toutes les vidéos. Ce qui reste à nous dire, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, Eric m'a rassuré tout à l'heure avec Blé Guirao, la mobilisation à Cocody a sonné. Ils vont voir ce qu'on appelle mobilisation le dimanche prochain. Les petits meetings de 1000 personnes, 2000 personnes à Abidjan. À Paris, ils avaient des manifestations de 17 personnes, de 18 personnes, de 12 personnes. Le RHGP a sorti 10 000 personnes à Paris. On les met au défi. Ils n'ont qu'à faire la même chose. Il y a 5 ans, lorsque nos militants sont sortis à Paris, ils disent non, c'est Mali, Burkina, c'est les foyers maliens, les foyers burkinabés, l'AES. Bon, aujourd'hui, l'AES est contre nous. En tout cas. Donc, les militants de l'AES ne peuvent pas venir dans notre manifestation. Non. On a fait 10 000. Ouais. Ce n'est pas 20 personnes, 30 personnes telles qu'ils le font. Mais ça, c'est Paris. Hier, ils ont manifesté ici. Il y avait à peine 1 millier de personnes. Le match, on va tuer le match le dimanche 22. On va tuer le match le dimanche 22. La démonstration de force qu'on va faire le dimanche prochain. On prendra à témoin tout le monde, communauté internationale comme communauté nationale, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un seul chef. En Côte d'Ivoire, il y a un seul patron. En Côte d'Ivoire, le peuple est derrière un seul homme. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Et à partir du 22, on va tuer le match. À partir du 22, la pré-campagne a commencé. À partir du 22, la pré-campagne a commencé. Je vois que ce meeting prend déjà l'allure de pré-campagne. Mais Eric, il est de notre responsabilité en tant que coordonnateur principal, adjoint, etc. de poursuivre cette animation. Pour nous, l'élection d'octobre, c'est une fête, ce n'est pas la guerre. Tous les cadres que nous sommes, on va à cette élection pour dire juste merci au président Ouattara. Merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ce qu'il continue de faire pour nos villages. Merci pour ce qu'il continue de faire pour nos villes. Merci beaucoup. L'élection à venir, c'est la fête. Est-ce qu'on est d'accord? L'élection à venir, c'est la fête. Notre adversaire, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Notre adversaire, ce n'est pas Tidjane Thiam. Notre adversaire, ce n'est aucun parti politique. Notre adversaire, c'est la pauvreté. Notre adversaire, c'est le sous-développement. Et sur tous ces segments, le président fait des avancées. Mais on va lui dire, président, on a encore besoin de toi. Donne-nous encore 5 ans. Sous ton leadership, pour continuer à avancer sur ces points. Donc, pour nous, il n'y a pas de bagarre. Pour nous, c'est la fête. S'ils veulent se battre, ils vont se battre seuls. S'ils veulent se battre, ils vont se battre seuls. Aucun jeune n'est prêt à les suivre. Aucun jeune n'est prêt à suivre ceux qui ont sacrifié leur avenir il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Je viens d'écouter le frère Yacouba Douria pendant que vous étiez en train de suivre le ministre Touré Mamadou. Alors, nous allons rapidement déconstruire M. Blaise Las qui est venu avec un gros mensonge concernant le Conseil constitutionnel qui, bien évidemment, avait dit le droit en 2010. Alors, M. Blaise Las, prenez votre tabouret. Nous allons commencer la première vidéo. Donc, prenez vos tabourets, partagez. Partagez, s'il vous plaît. M. Blaise Las dit que la décision du Conseil constitutionnel, elle est susceptible d'aucun recours. Et qu'en 2010, lorsque le Conseil constitutionnel a dit le droit, pourquoi est-ce que nous n'avons pas accepté ce que le Conseil constitutionnel a dit, en faisant référence au mandat du président Alassane Ouattara sous prétexte que M. Seba Congo aurait, entre guillemets, fait l'interprétation de la Constitution. Tais-toi, il faut quitter là. Donc, M. Cissé Bakongo a fait l'interprétation de la Constitution et M. Atu Banga a dit qu'il revient au juge constitutionnel
de valider toutes les candidatures. Alors, M. Blaise Laz, comme tout PPACien, comme tout menteur du PPACI, a fait croire que le même Conseil constitutionnel avait invalidé ou, pardon, avait donné la victoire à Laurent Gbagbo, dont nous n'avons pas accepté. Ce que le PPACI ne vous dit pas, moi je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, on va apprêter la vidéo. Et la deuxième vidéo, oh, calme-toi, calme-toi. Le site de la présidence de la République n'est pas le Conseil constitutionnel. Voilà, attendez. On programme ces deux vidéos. On va déconstruire rapidement. On va programmer sa deuxième vidéo. Soutenez le PPACI. Oh, toi, ferme là, faut quitter là, faut quitter là. Voilà, parce que c'est cette manipulation qui passe sans que les gens ne disent la vérité, c'est pas bon. Voilà, on va déconstruire ça rapidement. Pendant qu'il parlait, j'avais déjà apprêté les réponses, mais il fallait d'abord l'écouter lui-même avant de déconstruire les mensonges de Blaise Lasman. Très important. Alors, Président, je sais que tu es là. Salutations à toi. Tu dois pas. Ouais, il était en train d'écouter, mais on a pris un peu de retard parce que après chaque débat, nous avons pour habitude d'analyser les propos de l'opposition et la désinformation, le mensonge de l'opposition. Alors, on programme tes deux vidéos, champion. Faut te calmer. Calme-toi, c'est moi, je te donne la parole. On va partir avec Blaise Las, puisque il disait que le PPACI va s'opposer à un 4e mandat du président de la République. Le motif pour eux de mener les désobéissances civiles, dont ils appellent le mouvement trop c'est trop, parce qu'il faut trouver des prétextes et des arguments afin de manipuler les gens et les jeter dans la rue. Donc nous sommes revenus sur l'interprétation de la Constitution, qu'on a tous eu des débats dessus, parce que nous disons que le seul arbitre de la Constitution est le juge. Lorsque le juge donne des verdicts, nous devons nous conformer à ces verdicts. Vous connaissez le PPACI dans sa démarche avec les soroïstes. C'est-à-dire qu'il faut intoxiquer, il faut mentir aux militants, il faut poser Laurent Gbagbo comme une victime du système du président Ouattara afin de bloquer, afin de galvaniser les militants à bloc et les jeter dans les rues. Alors, on va écouter M. Blaise Laz qui va nous parler du Conseil constitutionnel qui, bien évidemment, n'avait pas dit le droit, puisqu'on peut revenir sur ces débats. Hein. On a tout ici, tout ce que vous avez signé comme accord. Mais ce que tu as dit ici est important. On de la présidence de la République dit, dans une attitude très dolosive, donc nocive, est-ce que cette 3e République permet que le chef de l'État puisse remplir un 3e mandat? Et ils écrivent en gros... Point. Le site de la présidence n'est pas le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le juge constitutionnel. Chacun peut interpréter la Constitution comme il veut. Mais que dit le juge constitutionnel? C'est ce qui importe les Ivoiriens. Ça se voit que vous, les militants du PPAC, vous n'avez rien appris. À part le mensonge, le dénigrement, à raconter des bêtises et la désinformation, vous êtes tous nuls. Vous êtes à l'image d'un boulanger qui ment. Donc, M. Blaise Las, il faut aller voir, il faut revoir un peu vos coups de droit. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait le droit, mais le site le site de la présidence ne représente pas la Constitution, M. Blaise Las. On y va, on écoute. On y va. Non. Et on vient nous dire que non, il plaisantait, il ne savait pas ce qu'il disait, et que vers la fin, c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher. OK. Mais ils ont la mémoire courte. Monsieur Ali, en 2010, le Conseil constitutionnel a tranché. Il se trouve des gens qui viennent dire non, en 2010, ils ont barré 13 départements, ils ont barré 7 départements. Mais les avis ou les actes du Conseil constitutionnel sont censés être insusceptibles de tout recours. Mais quand vous revenez sur ce que le Conseil constitutionnel a dit en 2010, et puis vous êtes étonné qu'on revienne sur ce que le Conseil constitutionnel a dit en 2020, nous disons, et ça de la présidence de la République dit, dans une attitude très dolosive, donc nocive, est-ce que cette 3e République permet que le chef de l'État puisse remplir un 3e mandat? Et ils écrivent en gros caractère non. Et on vient nous dire que non, il plaisantait, il ne savait pas ce qu'il disait, et que vers la fin, c'est le Conseil constitutionnel qui doit trancher. OK. Mais ils ont la mémoire courte. Monsieur Ali, en 2010, le Conseil constitutionnel a tranché. Alors, oui, le Conseil constitutionnel a tranché. Il se trouve des gens qui viennent dire non, en 2010, ils ont barré 13 départements, ils ont barré 7 départements. Merci beaucoup. D'abord, en 2010, le Conseil constitutionnel n'a pas eu le droit. Votre patron, M. Laurent Gbagbo, quand il s'est retrouvé sur Africa 24, il a dit ceci. Il dit, nous et Alassane Ouattara, nous devons accepter que la CEI proclame les résultats. Après la proclamation des résultats par la CEI, et c'est maintenant le Conseil constitutionnel qui devait se conformer aux règles. Que parce qu'en 2010,
En 2000, ce qui a envoyé les problèmes dans les élections est qu'un candidat s'était proclamé président alors que c'était lui. Donc, lui, le président Ouattara, il devait accepter que la CEI proclame les résultats. Est-ce que, quand la CEI est en train de proclamer les résultats, qui a empêché la CEI de proclamer les résultats, M. Blaise Las? Je crois bien que c'est M. Damana Adia Pikas, première règle que vous n'avez pas respectée. Et Mamadou Koulibaly a été clair, qu'il n'a jamais été dit que 3 jours, que si le conseil, si la CEI ne programme pas les résultats, que le conseil constitutionnel prend tout. Non, on dit on a 3 jours pour transférer les PV. Ça fait deuxième point. Bon, admettons même, supposons que le conseil constitutionnel aurait validé la candidature de M. Laurent Gbagbo en violation de l'article 64 du Code électoral. Allons-y dans ce sens. Admettons que le conseil constitutionnel, sa décision n'est susceptible d'aucun recours. Elle a violé d'abord le code électoral à son article 64. Mais Gbagbo, ce qu'il a fait, les papaciens ne vous disent pas. Monsieur Gbagbo même est venu se dédier. Laurent Gbagbo est venu dédier le conseil constitutionnel. Il a mis en mal la revendication, la proclamation des résultats par le conseil constitutionnel. Voici un gars qui dit qu'il a gagné les élections et que le conseil constitutionnel a proclamé vainqueur des élections, alors qu'on dit que le conseil constitutionnel, lorsque est valide ou elle dit que tu as gagné les élections, il n'y a aucun recours qu'on peut faire suite à la proclamation de ces résultats-là. Mais Laurent Gbagbo, il s'est dédié lui-même et il a dédié le conseil constitutionnel en mettant son pouvoir en jeu. Je répète, c'est Laurent Gbagbo qui a violé le serment du conseil constitutionnel. Il est revenu mettre son pouvoir en jeu. Et en mettant son pouvoir en jeu, Laurent Gbagbo dit ceci: j'invite la communauté internationale, j'invite la CEDEAO, j'invite l'Union africaine et tout le monde afin d'envoyer des observateurs pour venir certifier les élections et dire qui a réellement gagné. Et que lui, il était prêt à se soumettre. Comme Blaise Las a menti, alors Gbagbo n'a pas respecté les dits du Conseil constitutionnel. Voici la preuve ici. On écoute M. Gbagbo. Je ne veux plus que le sang soit versé. Je ne veux plus de guerre. Je ne veux pas que le sang d'un seul Ivoirien soit versé. Je ne veux pas d'une guerre en Côte d'Ivoire qui peut s'étendre aux pays voisins ou les affaiblir. Je suis donc prêt à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Écoutez. Ce comité, dirigé par un représentant de l'Union africaine et comprenant des représentants de la CEDEAO, oui, de l'UEMOA, de la Ligue arabe, des Nations unies, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et de la Chine, aura pour mission d'analyser objectivement les faits et le processus électoral pour un règlement pacifique de la crise. Ce comité devra également comprendre des Ivoiriens de bonne volonté. Ok. Donc c'est Laurent Gbagbo qui invite encore l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA à venir certifier nos élections. Blaise Las, c'est Laurent Gbagbo qui les a invités. Lui-même, il est venu dédier les dits du Conseil constitutionnel. Et quand Laurent Gbagbo invite ses observateurs, afin qu'ils viennent évaluer la situation et dire qui a réellement gagné les élections, vous ne pouvez pas venir nous dire qu'on n'a pas respecté les dits du Conseil constitutionnel. C'est vous qui n'avez pas respecté le Conseil constitutionnel. Parce que Gbagbo a prêté serment. Quand l'ancien président soudanais... Attendez, on continue. Et mieux. Je ne veux plus... Et après cela, un journaliste est venu poser la question au président Laurent Gbagbo. Il dit, mais monsieur le président, vous avez invité la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA, afin d'évaluer la situation. Où en sommes-nous? Écoutez la réponse de Gbagbo face à un journaliste. Excellence, dans votre cas. Voilà. Après encore, un autre journaliste pose la question à M. Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, vous avez invité l'Union africaine, l'UEMOA, la CEDEAO et tout le monde à venir évaluer cette situation. Mais est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Où en sommes-nous? Écoutez la réponse de Gbagbo.
Voici quelqu'un qui dit qu'il a gagné une élection, qu'il a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel, mais soudain, brusquement, il met son pouvoir en jeu. Il appelle la communauté internationale à venir évaluer sur la situation. Eux, ils disent qu'il n'a pas gagné et il s'accroche au pouvoir. Alors, Laurent Gbagbo, c'est un menteur, c'est un manipulateur. On écoute ici cette vidéo. C'est parti. Excellence, dans votre adresse la semaine passée à la Nation, je pense que vous avez invité certains pays du monde entier, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, pour venir en Côte d'Ivoire pour une enquête d'évaluation. Une enquête d'évaluation. Est-ce que jusque-là, un pays a répondu à cet appel? Moi, je suis assez optimiste. Hein. Il y a certains qui ne vont pas peut-être accepter, mais il y a beaucoup d'autres qui vont accepter. Et donc, mais il faut qu'on recherche la vérité. Parce que les gens s'excitent parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Une fois qu'on sait la vérité, il n'y a plus de débat. Ouais. Écoutez ce que Gbagbo dit. Hein. Il dit, les gens s'excitent. Ouais, on va revenir sur ça. On va revenir dessus. Laurent Gbagbo dit, il faut qu'on dise la vérité. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux gens. Tant que nous ne disons pas la vérité aux gens, les gens ne sauront pas ce qui se passe. Alors Gbagbo, dis-nous la vérité. Tu peux toujours dire j'aime Gbagbo ou bien je n'aime pas Gbagbo, ça c'est ton problème, c'est ton appréciation. Tu aimes Gbagbo, c'est ton appréciation. Tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation. Mais la vérité, les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre pour le deuxième tour. Ils ont élu qui? Voilà. C'est ça qui est le fond de la question. Ils ont élu qui? C'est ça, Gbagbo pose la question. Pourquoi il invite les gens à venir évaluer la situation? Qui a été voté? Tu aimes Gbagbo, tu n'aimes pas Gbagbo, ce n'est pas la solution. Lui cherche à savoir. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre pour le deuxième tour. Ils ont élu qui? C'est ça qui est le fond de la question. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre. Ils ont élu qui? Et il faut que cette question soit tranchée. Parce que les gens parlent, mais ils fuient cette question. Oh, c'est la seule question qu'il faut poser. Excellence, dans votre adresse la semaine passée à la Nation, je pense que vous avez invité certains... Ok. Et lorsque M. Laurent Gbagbo invite la communauté internationale à venir évaluer la situation, à son invitation lui-même, regardez ce que lui, Gbagbo me fait maintenant. Je vais vous présenter. C'est Gbagbo qui invite la communauté internationale à venir évaluer la situation dans notre pays. Et il était prêt à se soumettre à ces résultats. Lorsque ceux-là auront leur verdict et Gbagbo refuse de partir, est-ce que c'est nous qui allons dire à Gbagbo de se dédier? Ce n'est pas nous. Donc Blaise, arrête de mentir. On continue. On va écouter ici le résultat. Quand l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki débarque à Abidjan le 5 janvier 2011 avec son manteau de médiateur, personne, ni même le plus naïf des observateurs, ne s'attendait à un dénouement immédiat et négocié de la crise née du seul refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. De Thabo Mbeki à la 265e session du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, que de conciliabules, que de réunions, que de forats sur le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire. L'on est parti d'abord par cercle concentrique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a dépêché Olusegun Obasanjo du Nigeria. Ni le charisme, ni le tact diplomatique de l'ancien président du Nigeria n'auront réussi à faire entendre raison à Laurent Gbagbo. Loin de se décourager, la CEDEAO envoie une autre délégation composée de 4 chefs d'État en exercice. Ces derniers firent 2 fois le déplacement à Abidjan. 2 fois, ils buteront sur l'entêtement de l'ancien président à confisquer les résultats sortis des urnes. L'Union africaine s'est saisie alors du dossier ivoirien en dépêchant à Abidjan son président de la commission. Même démarche, même résultat, le refus obstiné de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. La CEDEAO tape alors du poing sur la table et menace d'envoyer des troupes pour le déloger. L'UA revient à la charge pour calmer le jeu en envoyant un médiateur,
en la personne du Premier ministre kenyan. Il ne connaîtra pas, lui non plus, de succès. L'UA, loin de vouloir jeter l'éponge, crée un haut panel composé de 5 chefs d'État. Ces derniers apprendront à leurs dépens que Laurent Gbagbo n'est pas fait pour admettre une défaite, surtout pas électorale. L'UA convoque le 10 mars dernier les protagonistes de la crise à son siège. Des deux principaux concernés, seul Alassane Ouattara fera le déplacement de la capitale éthiopienne. Dans ses délibérations, le Conseil de paix et de sécurité reconfirme la victoire du candidat du RHDP. Les délibérés du CPS se déclinent en 5 décisions majeures contraignantes pour les deux partis. L'UA donne 2 semaines pour voir ces décisions appliquées, dont le transfert total du pouvoir de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Ok, merci beaucoup. Alors, Blaise Las, voilà comment ça s'est passé. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est lui qui a invité la communauté internationale à venir évaluer la situation. Et lorsqu'elle a rendu son verdict, il a refusé de partir. Alors, il faut qu'on précise quelque chose. Dans une constitution, tant qu'il n'est pas écrit que nul ne peut faire 2 mandats de sa vie, tant qu'il n'est pas écrit dedans, monsieur Blaise, là, il faut mettre ça dans ton oreille. Quand on va changer de constitution ou de république, les compteurs seront toujours à 0. Bouga Sako vous a dit, Afinguessan vous l'a répété, Mamadou Koulibaly en a fait autant. Je répète, quand on n'a pas marqué dans une constitution qu'aucun Ivoirien n'a le droit de faire plus de 2 mandats de sa vie, à partir du moment où on quitte de 2e à 3e république, les compteurs seront à 0. Pour tous les citoyens. Si on quitte de la 3e à la 4e république, les compteurs seront à 0. Pourquoi je le dis? Au Bénin, par exemple, dans la constitution béninoise, il est marqué dedans qu'aucun citoyen ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Voilà ça ici. Alors que dans la nôtre, ce n'est même pas écrit. Donc, Blaise Las, à chaque fois qu'on va changer de constitution, tu peux l'interpréter comme tu veux, on s'en fout. Regardez, chers frères et sœurs, lisez avec moi. Bénin. République de Bénin. Constitution du 11 décembre 1990. Version révisée du 7 novembre 2019. Article 42. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et en bas, on met en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Ça veut dire que c'est jusqu'à vie. C'est précisé. Regardez la Constitution du Bénin, article 42. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable. Pour nous, là, ça s'arrête là, point. Renouvelable une seule fois, point. Donc, ce qui veut dire, même si on change la constitution béninoise 10 fois, toi, là, tu ne peux plus faire plus de 2 mandats, c'est fini. La constitution béninoise, si elle change et que cet article est toujours dedans, c'est fini. Ton mandat est mort. Il est écrit en bas ici. Il dit, en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Mais ce n'est pas marqué dans la note. Ce qui veut dire que tu as regardé sur le site du gouvernement et que tu ne regardes pas sur le site du gouvernement, à partir du moment où nous sortons de la 3e République pour rentrer dans la 2e République, l'ancienne constitution, elle est caduque parce qu'il n'est pas écrit qu'en aucun cas, nul ne peut de sa vie faire plus de 3 mandats. De sa vie, c'est très important. Donc Blaise Las nous emmerde. On a eu le cas au Sénégal, ça a été pareil, dont tu l'as fait. Alors, revenons rapidement sur le mouvement Trop c'est trop. Cet article de constitution, nous, on prend ça maintenant pour aller faire les débats. Ils commencent à nous emmerder avec leur histoire de 3e mandat. Là. On va prendre cet article pour aller vous déconstruire. Alors, M. Blaise Las est venu sur le concept de Trop c'est trop. Il a évoqué plusieurs sujets. Franchement, je me posais la question. Si Blaise Las et moi, Ladji Chérif, c'est de la même Côte d'Ivoire qu'on parle. En parlant
du mouvement Trop c'est trop. Alors, on va écouter Blaise là. Pour ceux qui veulent interagir, pour le moment, je ne sais pas comment on fait monter les gens sur le panel. Parce que l'informaticien n'a pas encore montré. Mais vous pouvez appeler sur le numéro si vous avez envie d'intervenir. On y va, on écoute. Si je veux répondre, je vais me distraire. Je crois que c'est ça qui est la tactique. C'est d'aller de questions à réponse, me distraire. Tout, c'est un cri de cœur. Mais c'est aussi un cri de ralliement. Quand je parle de ralliement, vous n'entendez pas de quoi? Madame Mandjara Ouattara. Allô, vous m'entendez pas? Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur TikTok qu'on n'entend pas. TikTok, vous n'entendez pas? On n'entend pas quoi vous. Est-ce que vous m'entendez, TikTok? TikTok, est-ce que vous entendez? On attend bien. Olivier, il faut arrêter d'écrire qu'on n'entend pas. C'est Olivier qui a écrit qu'on n'entend pas. Il faut arrêter d'écrire. On continue. C'est une pour Ouattara qui a eu confiance au RDR en son temps, qui a fait des prestations pour le compte des ponts du RDR ou de la présidence. Merci. Heureusement que le RDR n'existe Elle a plus. été vidée de sa maison. Cette dame-là, dans la quête de son dû, désespérée parce que toutes les portes lui étaient fermées, s'est fait immoler devant la présidence de la République. Elle est décédée. Et tout, c'est un cri de ralliement pour tous ces entrepreneurs, pour tous ces prestataires qui souffrent et qui ont besoin d'avoir un incubateur où ils pourront exprimer leur désarroi, leur désespoir, qui ont besoin d'avoir une force motrice qui va leur permettre de pouvoir porter leurs revendications. Tout, c'est un cri de ralliement. Je vous donne un exemple qui est peut-être symptomatique, mais important. Il y a les chefs baoulés, les leaders baoulés qui se sont réunis, qui ont baptisé le chef de l'État Alanissa. Et en retour, il a promis que s'il était élu, il allait s'installer à Yamsoko. Ça n'a pas été fait. C'est des gens qui sont déçus. Donc c'est le creuset de tous les déçus du régime Alassane Ouattara. Trop, c'est les docteurs non recrutés. Trop, c'est ces étudiants qui peinent à avoir leur bourse. Ces étudiants qui n'ont pas accès aux cités universitaires parce que les chambres, bien que construites et fonctionnelles, leur sont refusées. Trop, c'est ces jeunes entrepreneurs qui sont importateurs de véhicules et qui se voient interdits de faire venir les véhicules depuis de 5 ans parce qu'on veut arranger des industries qui peinent à apporter une plus-value au quotidien des Ivoiriens. Trop, c'est la ménagère qui a du mal à faire son marché parce que la vie est plus que chère. Trop, c'est ces enseignants qui revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et qu'on chicote et qu'on met à la privée de police, qu'on incarcère pour certains et qu'on libère après comme moyen d'échange pour faire stopper les grèves que ces instituteurs déclenchent. Mais trop, c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. C'est les déflatés de la SOTRA, de la RTI. Trop, c'est les jeunes dont les concours ont été annulés parce que ces concours ont été organisés en 2010. Trop, c'est les Ivoiriens qui souffrent. C'est ces Ivoiriens qui paient l'impôt foncier en 2024 à 525 000 francs et qui en 2025 seront amenés à payer 7 millions. Ça existe en Côte d'Ivoire. C'est les familles des enfants qui souffrent d'addiction à la drogue. Parce que la drogue se partage comme des petits bonbons en Côte d'Ivoire. C'est les victimes de la guerre qui n'ont jamais été indemnisées, qui ne sont même pas reconnues. C'est les victimes d'Amadou Rémy, c'est ces victimes de Diokwe, c'est ces victimes d'un peu partout. C'est les victimes de la rébellion. Le chef de l'État, en 2010, disait que dès qu'il est au pouvoir, il allait déclencher une enquête sur la rébellion. La rébellion a fait des victimes. Il y a eu des gens qui ont été enfermés dans des conteneurs, il y a eu des meurtres sauvages, il y a eu des assassinats. C'est tout cela. C'est les parents des enfants qui vont à l'immigration par la mer. Certains sont détenus en Libye, en Algérie, ces Ivoiriens qui souffrent. C'est les victimes de la crise du troisième mandat, qui jusqu'à présent n'ont pas été identifiées clairement, n'ont pas été dédommagées. Je peux dire beaucoup de choses, mais c'est les déguerpis de Jesco, de Koumassi, de Bouribana, d'Adjamé Village, c'est tous ces Ivoiriens qui ont souffert sous la présidence de M. Alassane Ouattara. Et à ces Ivoiriens-là, le président Laurent Gbagbo dit, ne perdez pas espoir, je suis là, je vais porter avec vous le combat pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est ça qui est tout. Très bien, on va marquer une pause. Ok. Alors, il en a tellement évoqué des choses. Franchement, Nabuto Adjassila a commencé à rigoler.
Trop, c'est trop de M. Laurent Gbagbo. Ils ont tellement évoqué des choses. Franchement, je ne sais même pas comment répondre à tout ça là. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Je vais prendre quelques cas rapidement et on va avancer. Alors, il dit trop, c'est trop. C'est un instrument de combat de M. Laurent Gbagbo afin de porter haut la voix de certains Ivoiriens qui sont frustrés de la gouvernance du RHDP. C'est vrai que dans un pays, on ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut pas être aimé par tout le monde, malgré les efforts que nous allons faire dans ce pays. Voilà. Donc, même Foué, le père de la nation, n'était pas aimé par tout le monde. Donc, bref, je vais revenir maintenant sur le sujet. Le représentant du PPRCI a fait croire aux Ivoiriens que le mouvement Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel, plutôt un mouvement pour revendiquer le droit des Ivoiriens qui ne sont pas contents de la gouvernance de M. Alassane Ouattara, président de la République. Alors, nous allons poser la même question à M. Laurent Gbagbo. Est-ce que Trop c'est trop a la même perception ou la même compréhension que nous l'avons sur le terrain, puisque votre représentant sur le plateau de NCI a dit des contre-vérités. On écoute Gbagbo et on revient maintenant sur l'esprit et l'analyse du mouvement Trop c'est trop. Il faut que Trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Alors, Blaise Las, une protestation multiforme et permanente, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit là? Gbagbo dit demain le trop c'est trop en place. Quand on dit c'est un mouvement insurrectionnel, ils nous disent non, que c'est pour revendiquer le droit des Ivoiriens, que ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. Bon, protestation permanente et multiforme là, ça veut dire quoi? Non, on ne comprend pas français. Écrivez-moi. C'est les gens doivent rester dans la rue, ils ne quittent pas la rue tant que le régime n'est pas tombé. Mais c'est ce que chose a dit, Picasso a dit là, en 2023-2024. Et il veut nous faire avaler que Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel, c'est un mouvement de revendication des droits des Ivoiriens. Donc ils vont utiliser les Plicheri Bouali à commencer les premiers mouvements. Quand M. Gbagbo dit que Trop c'est trop doit commencer des manifestations, des protestations multiformes et permanentes, c'est-à-dire qu'eux ne quittent même pas la rue. Et c'est ce que Picasso nous avait déjà dit auparavant. Voilà pourquoi on a dénoncé Trop c'est trop. Non, Blaise là, venir raconter tes bêtises, tes conneries là, nous on ne fait rien à ça. On sait pourquoi vous avez mis Trop c'est trop en place. Allons-y avec Picasso. Puisque vous ne répondez pas à ma question. Comment dans un pays, même Gilets jaunes, même ça n'a pas été comme ça en France, comme dans un pays, on va faire des protestations multiformes et permanentes. C'est-à-dire on ne finit même pas tant que le gars n'est pas tombé. Et vous ne voulez pas que nous dénonçons ce mouvement. Alors on va écouter ici Picasso. Écoutez ce qu'il dit. C'est ce que nous avons dit, que lorsque Picasso est en train de nous dire de regarder autour de nous ce qui se passe dans l'AES, comment Ibeka est tombé, ce sont des protestations multiformes et permanentes qui l'ont fait tomber, jusqu'à ce que les militaires prennent le relais. Et Picasso vient nous dire ici, il dit, regardez autour de nous, les peuples se libèrent des liens coloniaux et esclavagistes. Nous sommes inscrits dans cette posture. Et tous ces mouvements-là sont déclenchés par la société civile et c'est les militaires qui viennent le parachever. Et c'est pourquoi vous mettez Trop c'est trop là en place. C'est pour ça. Parce qu'il y a un rebelle qui est assis là-bas, dont vous avez dit que oui, pourquoi le président Ouattara n'a pas fait le procès de la rébellion, alors que c'est vous qui les avez amitié, alors que vous êtes alliés à eux aujourd'hui. On va écouter Picasso. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous. Les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent. Des liens esclavagistes. Oui. C'est comme ça qu'il faut percevoir les événements qui se déroulent autour de nous. C'est comme ça qu'il faut percevoir les mouvements qui se tournent autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires. Oui, il y a l'intervention des militaires. Mais les coups d'État auxquels nous assistons ne sont pas des coups d'État classiques. Mais ces coups d'État que vous voyez, ce ne sont pas des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés
de mouvements populaires. Ce sont des coups d'État qui se sont précédés par des mouvements populaires. Ce sont des mouvements populaires qui enclenchent, les déclenchent. Ce sont les mouvements populaires qui les enclenchent, qui les déclenchent. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le remarquez, deviennent des héros nationaux. Et les auteurs de ces coups-là deviennent des héros. Ils ont le soutien des populations. Ils ont le soutien des populations. Généralement, ils font ces coups-là sans effusion de sang. Et généralement, il fait ces coups-là sans infusion de sang. Donc, Abou nous dit que la protestation que vous devez organiser avec Trop c'est trop, qu'elle doit être multiforme et permanente, ça veut dire quoi? Quand on se réfère au dit de Picasso, vous nous prenez pour des idiots, quoi. Il dit que de regarder autour de nous comment les peuples ont réussi à se libérer. Et ces peuples-là, avant que leur mouvement de libération ne commence, c'était les protestations de rue. Et suite à ces protestations de rue, les militaires sont venus parachever leur combat. Et toi, Gbagbo, toi, tu viens nous dire que tu as mis trop, c'est trop, que tu as besoin des mêmes mouvements de rue qui vont se faire sur multiforme et permanent. Et vous nous prenez pour des idiots. Et Picasso ne s'arrête pas là. Voilà ce qu'il dit à la fin ici. On écoute. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Voilà. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. Oui. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Et Web TV là, quand il y a autre chose dessus là, on ne peut pas bloquer commentaires. Hein. Essayez de revoir. Hein. Je ne peux pas bloquer commentaires, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire monter quelqu'un. Donc je vais revoir tout ça là avec le gars. Il va voir si on peut faire monter ou bien on peut faire descendre. Bref. Dans le cas contraire, je vais vous donner mon truc ici. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Voilà. Bref, excusez-moi les gars. Voilà. Et donc, M. Blaise Laz, vous venez de nous donner l'esprit du trop, c'est trop. C'est un mouvement insurrectionnel. Quand vous évoquez les cas de, oui, les Ivoiriens souffrent, ils n'arrivent pas à manger, ils sont endettés, effectivement, c'est pas vous qui pouvez régler ça, champion. Sous vos régimes, on a tué ici des manifestants qui réclamaient, qui étaient en train de dénoncer la cherté de la vie. On a tous ces vidéos. Seulement, l'idée que vous avez volée, c'est-à-dire le nom de trop, c'est trop que vous avez volé, c'est une idée de PDCI. C'était un mot de campagne pour dénoncer les dérives de M. Laurent Gbagbo. Donc, quand on récupère ça et on fait croire aux gens que oui, on a lancé un mouvement citoyen de combat, non, mais vous vous trompez vous-même. Donc, bref, trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel. Picasso vient de vous dire par A plus B que regardez autour de nous, les peuples se libèrent des liens coloniaux et esclavagistes. Et pour que le peuple puisse s'élever, ce sont les mouvements de rue. Et ce qui déclenche ça, ce sont les mouvements et les protestations de rue. Et voilà comment les militaires viennent parachever ce combat. Et Picasso nous dit encore à Dabo que ce mouvement-là, les grains qu'ils ont plantés dans ces pays, ont poussé déjà sur le sol ivoirien. C'est ça qu'on appelle le bébé trop c'est trop, qui veut le mettre en marche là. Donc nous avons commencé à dénoncer. Donc vous n'allez pas nous tromper, vous n'allez pas nous distraire. La preuve, monsieur le représentant du RHDP à l'émission, il t'a répondu. Comment vous avez trompé les gens? Et le monsieur est revenu me donner raison pour dire que le mouvement trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel dont nous avons écouté ici notre représentant qui nous a représenté dignement. C'est un mouvement
vraiment insurrectionnel. Donc je salue ici, je ne sais pas si c'est le docteur Mbassou, donc je vais le saluer ici pour jouer sa vidéo. Vraiment merci beaucoup. Il s'est fait un peu tard, sinon on allait revenir sur tous les points, mais bon, c'est pas grave. On va faire les premières analyses comme ça et demain nous allons revenir dessus. Me laisser distraire par ces éléments de langage que nous connaissons déjà, qui sont ressassés à profusion donc dans les... Vous minimisez la souffrance des citoyens. S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Je ne méprise pas, c'est des questions qui sont adressées. Et si vous étiez objectif, intellectuel objectif, comme le professeur Dion l'a demandé ici, vous auriez pu dire, hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, mais on peut mieux faire. Mais vous noircissez totalement le tableau comme si rien n'est fait depuis la gouvernance du président qui pourtant a marqué des points énormes en termes d'évolution, tant des conditions de vie des citoyens, tant dans les conditions sociales, tant dans la formation, tant, on peut citer, on ne va pas finir, mais je reviens sur donc, la lettre du président Laurent Gbagbo pour dire que moi, je note aussi avec les autres tous les points qui ont été évoqués, mais je voudrais insister sur le mouvement trop c'est trop, donc l'appel à la mobilisation, et puis m'arrêter sur le mot insurrection. Hein, ce mouvement n'est pas insurrectionnel. Voilà. M'arrêter là-dessus. Dire que le mouvement trop c'est trop est un mort-né. Il n'ira nulle part parce que les Ivoiriens savent désormais qui est le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a toujours lancé des appels à l'union, à des accords. Et puis au détour d'un événement, il sort de l'accord sans même vous prévenir. Je peux citer son serment de Strasbourg avec ses 3 autres compagnons qui étaient le ministre Zadi Zaourou, Bernard, le professeur Assoa Adou, Ali Mamadou Traoré, dit Mamadou le Grand, Traoré le Grand. Puissant. Ils étaient 3, dit puissants. Mamadou le Puissant. Mamadou le Puissant. Ils étaient 4, ils ont fait un serment. Après, Laurent Gbagbo a créé le Front républicain, le Front populaire ivoirien. Assoa Adou est allé faire le PIT avec le professeur Francis Vaudier et le professeur Zadi Zaourou Bernard a créé l'Union des sociodémocrates. Plus tard, Mamadou le Puissant dira que le serment a vacillé, sans aller plus loin. Mais on comprendra que c'est parce que quelqu'un est parti, a privilégié partir faire son chemin seul. Deuxième élément, c'est de dire que malgré cela, en 90, il lance un appel à la coordination de la gauche, les partis donc de la gauche démocratique. Donc tous ces partis que j'ai cités là se retrouvent encore dans cette coordination-là. Le point principal pour cette coordination-là, c'était d'obtenir des élections ouvertes, transparentes, en 90, face donc à Houphouët-Boigny. Si ces conditions n'étaient pas réunies, aucun de ces partis ne devait aller donc à l'élection présidentielle. Mais Laurent Gbagbo est sorti de la coordination, à la grande surprise des autres, et a déposé ses dossiers pour être candidat contre le président Félix Houphouët-Boigny, pour être retenu dans l'histoire. C'était ça, pour être retenu dans l'histoire comme le seul homme politique à avoir affronté Houphouët-Boigny, pour en retour être battu donc à cette élection. Mais l'opinion retient que c'est ressassé que Laurent Gbagbo a affronté le géant Houphouët-Boigny, alors qu'il n'était pas le premier à affronter le président Houphouët-Boigny. Il devient député en 1994. En 1993, il établit donc des négociations entre groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, groupe parlementaire FPI, groupe parlementaire PSI, pour encore revenir sur les conditions d'élection ouverte. En 1993, le président Houphouët meurt, le RDR naît, Laurent quitte l'accord qu'il avait avec le PDCI à l'Assemblée nationale et après les élections de 1995, qu'il décide de boycotter. Non pas parce qu'il soutient le président Ouattara qui a été recalé par une condition de résidence, non, parce qu'il ne voulait pas subir une défaite, une seconde défaite face à Henri Konan Bédié après avoir perdu face au géant Houphouët-Boigny. Il sort donc, il dit je boycotte, alors que c'est pour ne pas subir une autre défaite. En 96-97, il lance l'idée du Front républicain, ensemble avec donc Denis Kombina. Un certain nombre de points sont encore élaborés pour dire qu'il nous faut obtenir ce point-là du PDCI pour garantir la transparence de l'élection. Le PDCI lui tend la maison en disant « Tu es député, tu es chef de l'opposition politique en Côte d'Ivoire, viens qu'on négocie pour créer un poste
du chef de l'opposition politique avec un plan de président d'institution et avec toutes les communautés qui l'accompagnent et voir le financement des partis politiques. Voilà comment le Front républicain meurt, sans même sans même crier gare à qui que ce soit, le grand sort donc, du Front républicain. On peut citer les exemples pour dire qu'il n'a jamais combattu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a toujours combattu pour lui-même. Deuxième chose, il a dit que je vais m'arrêter sur l'insurrection. Quand on regarde ce qu'il a dit la semaine dernière, il a appelé tout le monde à la bagarre. Hein, il est prêt, ils savent qui je suis. Dites-leur qui je suis, il a tout dit. Et il vient faire cette correspondance-là une semaine après. On se dit que peut-être qu'en écrivant, arrivé à ce niveau-là, il a été oint par l'esprit donc de Saint-Laurent, du prélat Saint-Laurent, pour dire il faut que je rattrape ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais il devrait beaucoup plus s'inspirer de la vie de Saint-Laurent pour mener donc ses combats politiques. Il en sortirait grandi. Mais la chose, c'est que pour nous, ça peut paraître comme une distraction. Mais non, on ne peut pas nous distraire. Dire que ce mouvement n'est pas insurrectionnel, le nom dit pour nous, c'est un mouvement insurrectionnel qui se prépare. Merci beaucoup. Le nom dit pour nous, c'est un mouvement insurrectionnel qui se prépare. Donc, il ne fait que confirmer ce que Ladji a dit. Donc, vous devez être fier de Ladji. Vous devez me dire merci. Parce que c'est ce qu'il a dénoncé depuis combien de temps? Depuis l'annonce de la création de ce mouvement. Il a dit que c'est un mouvement insurrectionnel. Ils ont fait tous les roucascas, ils ont tourné, ils sont venus me donner ma raison. Donc, continuez, cher monsieur. Il ne sera pas surpris. Ça, je peux vous le garantir. Le RHDP ne sera pas surpris. Il n'y aura plus donc de prise de pouvoir calamiteuse en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de sortie donc du pouvoir de façon calamiteuse. Il n'y aura plus de charniers. Il n'y aura plus de miliciens. Donc avec un article qui a endeuillé beaucoup de familles à Yopougon, le RHDP est prêt. Hein? Je veux dire à l'opinion nationale et internationale que le RHDP est prêt à maintenir la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Très bien. Et le président Gbagbo, je finis en le citant, il a dit que tous ceux qui sèment les troubles sont matés. Ils seront donc matés si jamais des troubles sont sémés dans ce pays-là. On va marquer une courte pause et revenir. Merci beaucoup. Ils seront matés s'ils commettent le trouble dans le pays. Mais Blaise Saleh dit que c'est le RHDP qui a dit ça. Bon, c'est pas grave. Alors, on va écouter Yacouba Doumbia ici, avant d'écouter Yacouba Doumbia. C'est pour vous dire que l'esprit de la lettre même là, de M. Laurent Gbagbo, explique tout, franchement. L'esprit même de la lettre explique déjà telle est leur intention. Et nous, on doit continuer de dénoncer afin que les Ivoiriens qui pensent que monsieur là, c'est un homme pacifique qui l'a changé, pour que ces gens-là puissent s'écarter de lui. Écartez-vous de lui. Hein. Parce qu'il va vous mettre dans le problème, puis il va partir. Voilà, c'est ce qu'il devait dire. Yacouba Doumbia, oui, ton avis. Oui, alors j'ai lu cette lettre et au niveau de la forme, ça m'a causé quand même un petit souci. Pourquoi? Puisque la lettre intervient juste après le meeting qu'il a tenu à Port-Bouillet, au cours duquel il avait parlé de la bagarre. Si on le cherche, on va la voir. Il a parlé de son ascendance de guerrier, son grand-père, lui-même son père. Et j'ai eu le sentiment que la lettre venait rattraper tout cela, puisque manifestement, les interprétations qu'il y a eu de son discours, c'était que Laurent Gbagbo veut créer un mouvement insurrectionnel. Donc, il y a eu une annonce ou un communiqué pour annoncer une lettre. On s'attendait à autre chose, mais au fond, en tout cas pour ceux qui savent un peu comment le président Laurent Gbagbo fonctionne, on savait qu'il allait faire une sorte de rétro-pédalage au niveau de la forme. Maintenant, on va aller un peu dans le fond. Dans le fond, quand j'ai lu l'entame de ce courrier, depuis près de 15 ans, les populations vivent sous un pouvoir marqué par les dérives autocratiques. J'ai bien ri. J'ai bien ri parce que s'il y a un pouvoir qui a été autocratique, c'est bien celui de Laurent Gbagbo, de 2000 à 2010. Laurent Gbagbo, dès qu'il prend le pouvoir à la suite d'une bagarre, et puisqu'il aime bien la bagarre avec le général Robert Guéhi, les premiers mots, son discours à la nation, c'était d'appeler les militaires, les gendarmes, les policiers à rétablir l'ordre par tous les moyens sur toute l'étendue du territoire national. La suite, c'est un charnier de 57 corps découvert à la lisière de la forêt du Banco. Laurent Gbagbo, c'est aussi la répression sanglante des manifestations. Ça aussi, il faut qu'on le rappelle. Les 4 et 5 décembre 2000, il y a eu des opposants qui ont voulu manifester
pour demander justement que le président Alassane Ouattara soit candidat aux élections législatives. 300 morts seront la Croix-Rouge ici dans ce pays. Laurent Gbagbo, c'est aussi le 19 septembre. Il ne faut pas aussi qu'on se voile la face le 19 septembre. Le général Robert Guéhi, extrait de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, avec par la garde républicaine remis à Seka, aide de camp de Simone Gbagbo. Le général Guéhi retrouvé mort au niveau de la corniche, avec criblé de balles, avec sa garde rapprochée, son épouse, quelques membres de sa famille. Laurent Gbagbo, c'est aussi les marches des 24, 25, 26 mars 2004. Tentative de marche de l'opposition, répression sanglante, 300 morts selon l'ONU, 500 morts. Alors, je veux juste dire que Laurent Gbagbo n'est pas crédible quand il parle de dérives autocratiques. Entre le régime actuel, Alassane Ouattara, qui garantit sa vie le 11 avril 2011, en demandant que rien ne lui soit arrivé lorsqu'il a été arrêté à sa résidence présidentielle, et lui, à l'époque, le 19 septembre 2002, où des chars ont mené l'assaut sur la résidence du président Alassane Ouattara, qui a eu son salut grâce au refuge qu'il a eu au niveau de l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, j'ai dit bien, il n'y a pas photo. Donc, Laurent Gbagbo, et c'est par là que je vais terminer aussi, sous sa gouvernance, c'est aussi les escadrons de la mort, T. Émile, Benoît Dakouri, Camara RFH. Laurent Gbagbo a dit une phrase qui résume l'homme lui-même. Il a dit en 2000, décembre 2000, au cours d'une interview qu'il a réalisée avec BBC et Radio Côte d'Ivoire, je l'ai rappelé ici la fois dernière quand Blaise était sur ce plateau, il a dit « Tant que je serai président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera candidat à aucune élection et ceux qui le suivent ne seront jamais rien. » Et cette phrase, en elle-même ou en elle seule, résume Laurent Gbagbo, l'homme qui, en réalité, est beaucoup plus autocratique que ce qu'il dénonce aujourd'hui. Donc c'est sa légitimité que je remets en cause. Professeur Bangala. Merci beaucoup. Merci à M. Yacouba Doumbia. Nous allons revenir sur toutes ces analyses demain, si Dieu le veut, parce qu'il s'est fait un peu tard. On va prendre le temps de décortiquer toute la vidéo de M. Blaise Las, qui, encore une fois, est venu mentir aux Ivoiriens. Et nous allons répondre à Blaise Las point par point sur la Constitution, sur tout ce qu'il a dit, comme des énormités. Nous allons revenir dessus. Mais permettez-nous de nous reposer. Et demain, nous allons, si on a eu le temps, on va parler de la manif. J'aimerais d'abord saluer tous les activistes. Bravo à vous. Et on a été félicités par nos représentants, nos cadres et autres, par rapport à la bataille que nous avons menée. Moi, je vous dirais d'arrêter de vous prendre la tête pour des petits sujets qui n'en valent pas la peine. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de combattre l'imposture ou le mensonge et la désinformation de l'opposition. Salam à vous, bonne soirée, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup, à demain, Inch'Allah. Ciao.